Un héros, un homme qui a défié son propre corps, un symbole mondial de dépassement. Oscar Pistorius. On l'a regardé courir comme une preuve vivante que rien n'est impossible. Et puis une nuit, une porte fermée, 4 tirs. Riva Steenkamp meurt derrière cette porte. Alors on cherche une explication simple, monstre, accident, panique. Mais si l'histoire ne commençait pas cette nuit-là, si elle avait commencé bien avant, dans un corps amputé, dans une injonction à ne jamais faillir, dans une vie construite sur le contrôle. Dans ce podcast, je ne vais pas chercher un verdict, je vais chercher une mécanique. Bienvenue dans Clinique du crime, affaire Oscar Pistorius. Oscar Pistorius ne naît pas dans la fluidité, il naît dans la rupture. Nous sommes en novembre 1986, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le diagnostic tombe, complexe, rare, une hémimélie fibulaire. En clair, Oscar est né sans péroné. Ces os fins qui stabilisent la jambe entre le genou et la cheville n'existent pas. Ses parents font face à un choix impossible, un de ces dilemmes qui brisent ou qui soudent. Les médecins sont formels. Sans ces os, Oscar ne pourra jamais marcher correctement. Ses pieds sont mal formés, inutilisables. 2 options s'offrent à eux. La première, tenter des dizaines d'opérations de reconstruction, des années de souffrance pour un résultat incertain. La seconde, l'amputation, trancher pour libérer. À 11 mois, alors qu'un enfant commence normalement à se redresser, à s'agripper au barreau de son lit, à tester l'équilibre, on lui coupe les 2 jambes sous les genoux. Le premier contact avec le monde est une amputation. Le corps n'est pas un allié, c'est un problème à résoudre. Très tôt, quelque chose s'imprime. Tenir ne sera pas naturel, tenir sera un travail. Pour Oscar, ne pas avoir de jambes, c'est un défi à corriger. Il apprend à marcher sur des prothèses avec une discipline féroce. Le corps devient un chantier permanent, une machine qu'on ajuste, qu'on visse, qu'on huile. On n'écoute pas la douleur, on la gère. Mais un enfant ne forge pas seul sa manière de tenir. Il apprend dans un regard, dans une voix. Au centre de cette forge, il y a sa mère. Henk Pistorius, sa mère, son moteur, sa boussole, et peut-être aussi celle qui va sceller son armure. Il y a cette scène qu'il racontera des dizaines de fois. Un matin, avant l'école, Henk regarde son fils et lui dit « Karl, mets tes chaussures ». Puis elle se tourne vers Oscar « Et toi, mets tes jambes ». Et elle ajoute « Et c'est la dernière fois que nous en parlons ». En une phrase, elle lui offre une force immense, il sera comme les autres, mais elle impose aussi un silence. On ne discute pas de la difficulté, on ne pleure pas sur le manque. Le handicap devient logistique, technique, opérationnel. Pour être aimé, pour être valide, il faudra être invincible. Et quand ce message s'installe tôt, il devient une loi intérieure, une loi qu'on ne négocie pas, une loi qu'on exécute. Oscar a 15 ans, sa mère meurt brutalement suite à une réaction allergique à un traitement. C'est un effondrement. Mais fidèle à ce qu'elle lui a appris, il ne s'effondre pas en public. Il se fige. Quand on perd le guide qui vous a appris à être fort, on finit par sacraliser son message. Le message devient un dogme, ne pas faillir, ne pas arrêter, ne pas céder. Il garde en lui comme une relique cette phrase « Le perdant n'est pas celui qui finit dernier, c'est celui qui s'assoit et regarde ». Dès lors, Oscar est condamné à courir. Plus vite que la douleur, plus vite que le deuil, il ne s'assoit jamais, il ne regarde jamais ses propres blessures. Sa mère est morte, mais son exigence de fer devient immortelle. L'armure est soudée. Et quand l'armure est soudée, il faut un terrain pour l'exercer. On aurait pu imaginer l'art, l'expression, la musique, mais ce n'est pas vers l'expression qu'il se tourne, c'est vers la performance. Très tôt enfant, il fait du sport avec ses prothèses. Pas forcément comme un hobby, comme une charpente. Ce n'est pas « je fais du sport comme tout le monde », c'est « je prouve ». Il touche à plusieurs disciplines, le rugby entre autres. Puis quelque chose s'impose, la course.
La course devient une ligne claire, un rythme, une identité. Répéter, tenir, améliorer, gagner une seconde, puis une autre. La course transforme la lutte en chiffres, la douleur en performance. Il grimpe vite, record, notoriété mondiale. On l'appelle Blade Runner. Puis il vise une marche de plus, courir avec les valides. Et ça, ce n'est pas seulement un défi sportif. Ça peut être aussi une phrase intérieure. Regardez, je suis comme vous. Ou alors, je refuse d'être défini par ça. Et peut-être aussi plus silencieusement encore, je n'ai pas le droit de m'arrêter. Je n'ai pas le droit d'être un faible. Comme si derrière la piste d'athlétisme résonnait encore cette voix du matin. Mets tes jambes, et c'est la dernière fois qu'on en parle. La polémique éclate en 2007. Ces prothèses en fibre de carbone posent une question qui dépasse le sport. Sont-elles une compensation ou un avantage? Les scientifiques s'affrontent. En 2008, il est interdit de participer aux Jeux olympiques de Pékin. Il contre-attaque, experts, recours juridiques, il ne lâche pas. En 2012, il gagne. Londres, Jeux olympiques, il court. Pas comme un athlète paralympique, comme un symbole. Tout est possible. À partir de là, il n'est plus seulement un athlète, il devient un récit, un emblème. Un pays le regarde comme une fierté, le monde le regarde comme une preuve. Tout est possible. Et quand on devient une preuve, la fragilité coûte cher. Et c'est là que l'histoire intime va rencontrer l'histoire du symbole. Même les héros ont une vie privée. Et l'intime, lui, ne se laisse pas entraîner comme une course. Quand on devient une icône, l'intime n'est plus jamais tout à fait privé. Pour Oscar Pistorius, chaque pan de sa vie doit confirmer le récit du héros. Et dans ce récit, il manque une pièce, la compagne idéale. Il rencontre Riva Steenkamp. Riva n'est pas une simple femme d'eux. Elle a sa propre lumière, elle est diplômée en droit, elle est mannequin, elle est le visage de plusieurs marques, mais elle est aussi et surtout une femme engagée. Elle s'exprime publiquement contre les violences faites aux femmes. Cliniquement, cette rencontre est fascinante. Ce sont deux visages qui se rencontrent, deux récits de réussite. Le couple devient immédiatement une vitrine. On les voit partout, tapis rouge, soirée de gala, photos sur papier glacé. C'est un nous mis en scène, un prolongement de la perfection d'Oscar. Mais que se passe-t-il derrière la vitrine? Quand un homme a été construit dès l'enfance pour ne jamais montrer de failles, le couple devient un endroit dangereux. Pourquoi? Parce que le couple est le lieu de l'imprévisible. C'est l'endroit où l'autre vous regarde sans votre armure. Au procès, les SMS de Riva ont révélé une autre réalité. On y découvre une marge de tolérance extrêmement étroite, un Oscar jaloux, capable de s'énerver pour un rien, exigeant un contrôle total sur l'emploi du temps et les fréquentations de sa compagne. Pour Oscar, Riva n'est plus seulement une partenaire. Elle devient une extension de son propre équilibre. Si elle lui échappe, si elle le critique, c'est tout son édifice intérieur qui tremble. La fissure dérange, la fissure fait peur, et quand on a peur, on cherche à verrouiller. 14 février 2013 à Pretoria, la Saint-Valentin. La résidence de Silverwoods est une forteresse dans une ville hantée par la peur. Dans la chambre d'Oscar, l'obscurité est totale. Oscar n'a pas ses jambes, c'est un détail crucial. Sans ses prothèses, le géant de titane ne mesure plus qu'1,50 m. Il est sur ses moignons, il est vulnérable, il est physiquement l'enfant amputé qu'il tente de cacher au monde depuis toujours. Soudain un bruit, dans la salle de bain attenante. Ici, les récits se séparent. La version d'Oscar, une panique aveugle. Il pense qu'un intrus s'est glissé par la fenêtre, il ne vérifie pas où est Riva. Il attrape son 9 mm sous son lit, il marche vers le bruit, il arrive devant la porte des toilettes, elle est fermée, verrouillée de l'intérieur. Il tire un coup, 2, 3, 4, à travers le bois. Riva est derrière cette porte. Elle est touchée à la tête, à la hanche, au bras. Elle s'effondre dans cet espace minuscule de moins de 2 mètres carrés. L'accusation, elle,
avance une dispute. Des cris ont été entendus par les voisins. Pour eux, la porte n'est pas un bouclier contre un intrus, mais un refuge pour Riva, une femme qui s'enferme pour échapper à une colère. Arrêtons-nous sur cette porte. Psychologiquement, une porte fermée est une limite absolue. C'est le moment où l'autre vous dit « pas maintenant, tu n'as plus accès à moi ». Pour un homme dont la vie entière est basée sur la conquête et la maîtrise, cette porte verrouillée est intolérable. On ne peut pas voir derrière, on ne peut pas savoir, on ne peut pas contrôler. Je ne dis pas que la porte explique le meurtre, je dis qu'elle symbolise la perte de pouvoir d'Oscar. En tirant à travers le bois, il ne cherche pas seulement à tuer une menace, il cherche à briser l'obstacle qui l'empêche de voir. Il veut réduire l'inconnu à néant. La justice finira par trancher en appel, meurtre, parce qu'on ne tire pas 4 fois à travers une cloison sans accepter consciemment que l'on va donner la mort. On pourrait s'arrêter là, dire c'est une tragédie, un homme colérique et une arme à feu. Mais si on veut comprendre pourquoi ce geste a été possible, il faut aller plus loin. Il faut regarder la mécanique. Cette nuit-là, ce n'est pas seulement un coup de feu qui est parti, c'est toute une vie de contrôle qui a explosé. On parle souvent de résilience comme d'un mot magique, comme si le simple fait de survivre prouvait que tout va bien. Mais la résilience, ce n'est pas survivre, c'est retrouver un mouvement, une poussée, une façon de traverser le trauma sans y rester coincé. Mais la résilience peut prendre deux formes. Il y a celle qui intègre la fragilité, qui accepte qu'il y ait une fissure, qui fait une place au doute, qui autorise l'enfant à dire j'ai mal, qui lui permet de tomber sans que tomber signifie disparaître. Et puis il y a celle qui décide plus jamais vulnérable, plus jamais exposé, plus jamais dépendant du regard des autres. Chez un enfant amputé très tôt, le monde n'est pas neutre. Il y a les regards, les questions, la différence visible. Il y a les autres qui courent naturellement et lui qui doit s'équiper. Alors quelque chose peut se fabriquer très tôt, une promesse intérieure. Je ne serai pas celui qu'on plaint. Je ne serai pas celui qu'on regarde avec inquiétude. Je ne serai pas celui qui ralentit le groupe. Cette forme de résilience peut être brillante, spectaculaire, admirée. Elle produit des performances, elle produit des héros, mais elle ne supprime pas la blessure. Elle la recouvre, elle la rend silencieuse. Et quand on recouvre, il faut une matière, une enveloppe. On a tous besoin d'une enveloppe intérieure, quelque chose qui contient, qui protège, qui fait frontière. Quand cette enveloppe est fragile ou trop sollicitée, certains sujets bricolent une solution, une seconde peau. Pas une peau souple, une peau qui serre, une peau qui ne laisse rien passer. Au départ, c'est une protection, puis ça devient une manière d'être. Et plus elle est applaudie, plus elle se renforce. Chez un sujet qui doit prouver, cette seconde peau prend souvent une forme, le contrôle. Et le premier endroit où le contrôle s'apprend, c'est le corps. Prothèse, rééducation, répétition, discipline. Quand le corps est en chantier dès l'enfance, on apprend à l'ajuster, à le corriger, à le maîtriser. Et une croyance peut s'installer. Si je contrôle assez, je tiens. Si je tiens, je ne tombe pas. Puis, le contrôle ne reste pas dans le corps, il cherche un terrain où il est récompensé, la performance. La performance, c'est du contrôle applaudi. On admire, on valide, on sacralise. On ne voit plus l'effort, on voit le résultat. Et ce qui était au départ une manière de tenir, une stratégie pour survivre, devient un idéal à incarner. Ce n'est plus je fais du sport pour avancer, c'est je dois être celui qui dépasse. Le regard change tout. Parce que quand le monde vous applaudit pour votre maîtrise, il ne célèbre pas votre doute, il ne célèbre pas votre fatigue, il célèbre votre solidité. Et peu à peu, la solidité devient une obligation. Alors tomber change de statut. Tomber ne signifie plus seulement rater, tomber peut signifier redevenir fragile. Redevenir celui qu'on protège, celui qu'on aide, celui qu'on regarde avec inquiétude. Et si toute l'identité s'est construite pour ne plus être cet enfant-là,
la chute devient insupportable. Et quand on est applaudi, on est regardé, et quand on est regardé, arrive l'image. Quand on devient un symbole, on ne s'appartient plus tout à fait. On n'est plus seulement un homme qui court, on devient une projection, une preuve vivante que tout est possible, une démonstration, une histoire que les autres racontent pour se rassurer. Et quand on est une preuve que tout est possible, on doit continuer à prouver. Le regard change de nature, il n'est plus curieux, il est exigeant. On ne regarde plus pour comprendre, on regarde pour confirmer. Confirmer que le dépassement tient, que la force ne flanche pas, que le récit reste cohérent. Alors l'image devient un travail. On ajuste, on surveille, on évite la fissure, on apprend à montrer certaines choses. Et on apprend à en cacher d'autres. On devient attentif à tout ce qui pourrait contredire le personnage. Plus l'image est forte, plus la chute est impensable. Parce qu'une chute ne serait pas seulement un échec personnel, elle serait une rupture de récit, et rompre un récit collectif quand on est devenu un symbole peut ressembler à une trahison. Et derrière l'image, il y a quelque chose d'encore plus discret, le récit. Paul Ricoeur, philosophe, parle d'identité narrative. L'idée est simple, presque évidente. Nous ne tenons pas seulement par ce que nous faisons, nous tenons par l'histoire que nous racontons sur nous-mêmes. Une histoire qui relie les morceaux, qui donne une continuité, qui permet de dire « voilà qui je suis ». Chez certains sujets, ce récit reste souple, il évolue, il accepte les contradictions. Mais quand une identité s'est construite dans l'effort, dans la réparation, dans le dépassement, le récit peut se rigidifier. Il peut se condenser en quelques phrases intérieures. Je suis celui qui tient, je suis celui qui dépasse, je suis celui qui ne cède pas, je suis celui qui contrôle. Et à partir du moment où cette histoire devient la condition pour exister aux yeux des autres, la contradiction devient dangereuse. Le doute n'est plus un doute, il devient une menace. L'échec n'est plus un échec, il devient une fissure. Et la fissure, quand on a passé sa vie à la recouvrir, peut devenir insupportable. Et c'est ici que le couple va entrer en scène, parce que le couple, lui, introduit du réel. Dans un couple, l'autre existe. L'autre peut contredire, l'autre peut dire non. Il peut se retirer, il peut fermer une porte. Et ça, ce n'est pas anormal. C'est la structure même d'un lien amoureux. Dans un couple, l'imprévu n'est pas une exception, c'est la règle. Il y a des retards, des silences, des malentendus, des moments où l'on ne comprend pas ce que l'autre pense, des instants où l'autre échappe. Et pour la plupart des gens, cette incertitude fait partie du jeu relationnel. Mais si toute l'organisation psychique repose sur la maîtrise, alors l'imprévu ne déçoit pas, il désorganise. Parce que l'autre n'est plus seulement un partenaire, il devient un facteur d'instabilité. Perdre la main peut devenir insupportable. Ne pas comprendre peut devenir menaçant. Ne pas savoir ce qui se passe derrière une porte peut devenir intolérable. Ce n'est plus une contrariété, c'est une faille. Et quand on a passé sa vie à colmater les failles, la moindre perte de contrôle peut déclencher une réponse disproportionnée. Et parfois, quand le contrôle a toujours été la solution, le doute ressemble à un danger. Normalement, le doute protège. Il ralentit, il impose une seconde, il oblige à vérifier, à attendre, à réfléchir. Le doute crée un espace entre l'émotion et l'acte. Mais quand le contrôle devient vital, le doute peut être vécu comme une menace. Ne pas savoir, ne pas voir, ne pas maîtriser. Ce flou peut devenir insupportable. Alors l'action peut aller plus vite que la pensée, non pas parce qu'on veut forcément détruire, mais parce qu'on veut faire cesser l'incertitude. Neutraliser, ce n'est pas toujours anéantir. Neutraliser, c'est supprimer ce qui trouble, réduire le flou à zéro, rétablir un ordre immédiat. Dans cette histoire, il y a un geste.
un geste qui traverse une porte fermée. Et ce geste peut avoir une fonction psychique possible: mettre fin à l'inconnu, faire taire ce qui échappe. Et maintenant, le dossier, parce qu'à partir de là, ce n'est plus une mécanique intime, c'est une mécanique judiciaire. À ce stade, le procès s'organise autour d'un récit, celui de Pistorius. Il dit avoir entendu un bruit, il dit avoir cru à une intrusion, il insiste sur sa vulnérabilité, sans ses prothèses, dans l'obscurité. Il tire à travers la porte, puis il affirme découvrir que derrière la porte, c'est Riva. Autrement dit, sa ligne, c'est celle d'une panique, une erreur fatale. En face, la justice ne regarde pas seulement une émotion, elle regarde un acte. L'accusation avance une autre hypothèse. Un contexte de tension aurait précédé, décrit une dispute, le dossier devient un puzzle. Témoignages, chronologie, divergence, expertise. Et au milieu, une donnée ne bouge pas. 4 tirs et une porte fermée. Et c'est précisément là que la justice tranche, pas sur une ambiance, sur une responsabilité. Le public demande souvent: mais est-ce qu'il voulait vraiment tuer Riva? La justice travaille autrement. Est-ce qu'il a posé un acte en sachant qu'il pouvait tuer quelqu'un? Est-ce qu'il a accepté ce risque mortel? On peut retenir le meurtre, même sans préméditation, si le geste implique une conscience du danger et une acceptation du résultat possible. Ici, l'os du dossier, c'est tiré plusieurs fois à travers une porte fermée. La justice ne lit pas l'âme, elle lit le geste. Au départ, en 2014, Oscar Pistorius est condamné pour homicide involontaire. La juge estime qu'il n'y a pas l'intention de tuer une personne précise, mais qu'il a agi de manière négligente. La peine tombe, 5 ans de prison. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Le parquet fait appel. Et en 2015, la Cour suprême sud-africaine requalifie les faits. Le jugement change. Ce n'est plus un homicide involontaire, c'est un meurtre. Pourquoi? Parce que la question n'est plus voulait-il tuer Riva? La question devient: en tirant à travers une porte fermée, savait-il qu'il pouvait tuer quelqu'un? Et la réponse de la justice est oui. Tirer dans un espace clos, à hauteur d'homme, à plusieurs reprises, c'est accepter le risque mortel. La peine est alourdie. Il sera condamné finalement à 13 ans et 5 mois de prison. La justice ne tranche pas une psychologie, elle tranche une responsabilité. Elle ne dit pas pourquoi il a tiré, elle dit qu'il a tiré en assumant un risque létal. Et cela suffit. Et après le verdict, reste une autre forme de contrôle, un contrôle extérieur. Pendant des années, Oscar Pistorius a construit une identité autour de la maîtrise. Maîtrise du corps, maîtrise de la performance, maîtrise de l'image, maîtrise du récit. Désormais, ce n'est plus lui qui fixe les règles, c'est l'institution. Il est aujourd'hui en liberté conditionnelle. Cela signifie qu'il est libre, mais encadré. Déplacement surveillé, obligation, suivi. Jusqu'à la fin officielle de sa peine en 2029, il reste sous contrôle judiciaire. Le contrôle a changé de main et symboliquement, c'est un basculement. On peut analyser Oscar Pistorius longtemps, l'armure, le contrôle, la performance, l'image, le récit. Mais au centre, il y a une femme morte, Riva Steenkamp. Une femme avec ses projets, sa propre voix, ses engagements. Elle avait 29 ans. Et dans cette affaire, il est important de ne pas laisser le symbole effacer la victime. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un héros qui chute, c'est l'histoire d'un geste irréversible. Et peut-être une question plus large. Quand le contrôle devient la condition pour tenir, que devient l'autre? Un partenaire ou une variable d'équilibre? Quand l'amour se confond avec la maîtrise, quand l'imprévu devient insupportable, quand le doute est vécu comme une menace, alors la relation cesse d'être un espace vivant, elle devient un système.
Un système qui ne supporte pas la fissure peut finir par produire l'irréparable. Dans cette saison sous contrôle, on explore ces moments où l'intime bascule. Pas pour excuser, pas pour juger, mais pour comprendre ce qui, dans certaines configurations, fait glisser un lien vers la violence. Si cet épisode vous a aidé à penser autrement cette affaire, vous pouvez vous abonner à Clinique du Crime. Vous pouvez aussi partager l'épisode ou laisser une note. Cela permet au podcast de continuer à exister et à d'autres de réfléchir avec nous. À très bientôt dans Clinique du Crime.